Donc, Gérard Charby est également un habitué du Lonzac. Il a dirigé McCann Erickson pendant 20 ans. C'est un publicitaire et qui est à la fois aujourd'hui en train d'observer un métier de communication qui devient une industrie, mais qui a peut-être aussi observé un discours, l'état d'esprit dont vous parliez, de négation ou d'oubli de la place de l'industrie en France. Gérard. Merci, mais vous Nathalie. n'êtes pas obligé de répondre à ma question. Non, non, mais je ne comptais pas le faire. Donc, bonjour à tous. Et en guise d'introduction, je voudrais plutôt citer les auteurs, les bons auteurs, les auteurs au programme qui ne sont pas suspects de complaisance avec l'actualité et dont pourtant les pensées sont toujours très contemporaines. Et en l'occurrence, un monsieur excellent, très fin psychologue et par des formations professionnelles un peu caractérielles. Il s'agit de Jean de La Bruyère qui disait il y a un peu plus de 350 ans: il n'y a en ce monde que deux moyens de s'élever, sa propre industrie ou l'imbécilité des autres. Alors, l'imbécilité des autres, on peut penser que c'est le fond qui manque le moins, mais on aurait tort de s'en tenir à ce constat un peu cynique, parce que les autres, en l'occurrence les pays émergents, les concurrents, les pays occidentaux, ont fait beaucoup de progrès depuis quelques années. Et ça explique sans doute le chiffre que citait le président de la République lors d'une de ses visites sur le terrain, comme on dit maintenant. Il disait la part de l'industrie dans la production de richesse en France est tombée à 12%. Elle est de 24% en Allemagne. Alors comment est-ce qu'on peut lutter et enrayer cette érosion? Comment est-ce qu'on peut limiter cette destruction des emplois industriels? Quelle potion, quelle médication, quelle petite pilule bleue France, quel remède pour cette activité secondaire, devenue très secondaire, qui a tant de mal à se déployer? Donc, il me revient en tant que publicitaire de donner le point de vue de la communication et de dire un mot ou deux de la manière dont la publicité ou la communication peut aider l'industrie. Alors, ces deux mots sont la marque et non pas la localisation, la relocalisation, mais la glocalisation. Donc, je viendrai à l'explication de ce terme un peu plus tard. Donc, disons tout de suite que la publicité est elle-même une industrie. Elle est devenue une industrie, au sens où l'économiste Christian Saint-Étienne l'a définie, c'est-à-dire une activité qui est à la fois normée et informatisée. A priori, normée et informatisée sont des mots qui ne semblent pas très en affinité avec la création publicitaire. Et pourtant, le process, le saut créatif, comme on dit beaucoup, a de plus en plus à voir avec le processus industriel. Et il est loin le temps où le créatif, avec son papier, son crayon et éventuellement son imagination, développait des campagnes. Aujourd'hui, les agences de publicité sont devenues des endroits où on essaie de respecter la chaîne, non pas du froid, mais de l'idée. C'est une série de tâches, et même un certain nombre d'ingénieurs ont essayé d'y appliquer les méthodes des Japonais les plus productivistes, avec la qualité totale, sans beaucoup de réussite. Mais il faut bien dire que la publicité, si elle est devenue une industrie, est devenue essentiellement une industrie de transformation. Elle transforme des produits anonymes, des produits banals, des produits indifférenciés en marques. Et c'est ça la première contribution de la communication à l'industrie, c'est cette capacité à transformer un produit en une marque. Finalement, quel est notre métier? Quel est le métier des industriels? Quel est le métier des publicitaires? On a longtemps cru que c'était de vendre des produits. Et en fait, on s'est aperçu assez récemment qu'il s'agissait plutôt d'acheter des clients, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et acheter des clients, ça veut dire avoir la capacité d'entretenir avec eux une relation émotionnelle, affective, parce qu'on prend une place importante dans leur vie quotidienne. Finalement, les trois mots sur lesquels s'appuie cette idée de création de marque, c'est le mot de différence. On part de la particularité produit pour créer une différence, pour que cette différence devienne et permette à la marque de devenir une référence, et que cette référence crée les conditions d'une préférence chez le consommateur. Pourquoi est-ce qu'on crée une préférence? Pourquoi est-ce qu'on devient une marque?
parce qu'en faisant cela, cela permet à la marque de vendre plus cher le même produit, de faire ce qu'on appelle un premium price, et donc d'éviter cette chaîne et ce cercle vicieux du nivellement des coûts et de la destruction d'emplois. Les agences travaillent à la création de valeur à travers la création de la marque. D'ailleurs, on observe que la plupart des industries qui sont extrêmement compétitives, les industries françaises qui sont extrêmement compétitives, le sont essentiellement à travers des marques. Donc on a eu la chance d'avoir ce matin Luc Darbonne sur Darégal, qui est une marque internationale, mais les grandes marques qui font la gloire de l'industrie française, essentiellement dans le domaine des cosmétiques et du luxe, Dior, Hermès, Chanel, etc., mais également dans les domaines de l'industrie de pointe, BIC, Airbus, TGV, Areva, sont des sociétés qui sont toutes capables de vendre une marque, c'est-à-dire de vendre une valeur ajoutée. Mais ça ne suffit pas. Le deuxième mot, et qui est le mot sans doute le plus important aujourd'hui, c'est la glocalisation. Glocalisation pour penser global et agir local. Et donc, il n'est pas possible aujourd'hui pour une marque d'adopter la même posture et d'entreprendre les consommateurs locaux en suivant exactement le même modèle. Je vais prendre un premier exemple qui est L'Oréal. L'Oréal a développé depuis des années une communication extrêmement forte autour d'un slogan que maintenant tout le monde connaît et qui est « parce que je le vaux bien ». Et pourtant, L'Oréal, qui utilise beaucoup d'égéries, donc des comédiennes, des actrices, des mannequins. J'y viens. Utilise des mannequins différents en fonction des pays parce qu'ils savent très bien qu'il faut s'adapter à la culture, aux habitudes locales. Donc il n'est pas interdit de penser que dans les années ou même les mois qui viennent, il fasse appel effectivement à Léa Seydoux, qui fait la couverture de Playboy et de lui. Et qui nous invite dans les doubles pages centrales de ce magazine à connaître un peu mieux les rebondissements et les richesses de sa vie intérieure. Mais un autre exemple que je prendrai, qui est Nespresso, leader mondial s'il en est du café en dosette, eh bien, il faut être capable, avec le même positionnement qui est incarné par cette signature Nespresso What Else, d'intéresser aussi bien des marchés dont la consommation essentielle se fait sur le café court, l'espresso, le ristretto, comme l'Italie, la France, l'Espagne, mais également d'intéresser des pays où 80% de la consommation se fait à base de lait dans des tasses qui dépassent la contenance de ces verres. Donc, si une marque, qui est donc le propos de la publicité, est capable de développer cette relation avec le consommateur, il faut aussi qu'elle soit capable de la développer avec une prise en compte des réalités locales, donc de cette glocalisation. Alors c'est vrai pour les grandes industries, mais on peut se dire que pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de petites industries qui sont capables d'avoir cette démarche? Et c'est là où on comprend peut-être la posture adoptée par le ministre dans sa volonté de développer cette image de la marque France à travers le Made in France. On a vu qu'il lui suffisait d'enfiler une marinière pour que quelques jours après, on ait des commandes de chalutiers au Mozambique. Donc ça laisse espérer, à travers des déguisements successifs, peut-être d'autres contrats, on ne sait pas. En tout cas, cette idée que une nation, un pays puisse devenir une marque n'est pas évidemment nouvelle. Le gouvernement britannique, au plus fort de la crise, il y a une vingtaine d'années, avait développé une campagne qui disait « Buy English » or Bye Bye England, qu'on pourrait transposer en France en disant acheter la marque France ou bonjour la souffrance. La rime n'est pas très riche, mais voilà. Voilà. Et donc, en fait, quand je dis que c'est une industrie de transformation, c'est que le propos à travers la marque et la glocalisation, c'est en fait de continuer cette chaîne de transformation, de transformer finalement des slogans en devises, de transformer des idées en argent, de transformer des marques de fabrique en des fabriques de marques, de transformer du talent en profit.
Et pour conclure, je citerai un autre auteur, moins recommandable sans doute, qui, avant de s'égarer dans des considérations sur l'âge, le temps qui passe et les instruments de mesure qui permettent de le vérifier, la Rolex, je crois, ça s'appelait. Donc, Monsieur Séguéla, qui a beaucoup fait pour la publicité de la publicité dans les années 80, son premier livre se terminait par cette déclaration un peu solennelle et assez emphatique. Il disait « Le plus beau mot de la langue française, c'est délivrer. On délivre une femme, et c'est la naissance. On délivre un prisonnier, c'est la liberté. On délivre un message, et c'est la communication. » Il aurait pu ajouter « On délivre un profit, et c'est l'extase des actionnaires, l'intéressement des salariés aux fruits de l'entreprise, la refondation de la capacité de financement, l'investissement dans la recherche et développement, la garantie de l'emploi, la pérennité de l'entreprise, bref, l'équivalent dans le domaine personnel de la paix des ménages. » Merci.